Un homme écrit dans l'obscurité d'une tour provençale. La flamme d'une chandelle tremble contre le mur de pierre. Il trempe sa plume dans l'encre noire et trace des mots qui traverseront 5 siècles. Certains verront dans ces lignes la prédiction de révolution. D'autres n'y liront que des énigmes sans réponse. Mais pourquoi un médecin du XVIe siècle, formé aux sciences de son temps, consacre-t-il ses nuits à écrire des quatrains cryptiques sur l'avenir ? Qu'est-ce qui pousse cet homme prudent, père de famille, respecté dans sa communauté, à publier des prophéties qui attireront sur lui l'attention de rois et l'hostilité de l'Église ? Que cherchait-il vraiment à transmettre ? Et surtout, comment ces textes obscurs ont-ils survécu à travers les guerres, les révolutions, les changements de civilisation, pour rester encore aujourd'hui parmi les livres les plus imprimés au monde ? Avant de plonger dans cette histoire fascinante, je vous invite chaleureusement à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits captivants de l'histoire. Et je vous souhaite un très agréable visionnage. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter dans l'univers mystérieux de Michel de Nostredame. L'année 1503 marque la naissance d'un enfant dans la petite ville de Saint-Rémy de Provence. Le soleil du midi français baigne les ruelles étroites, les marchés sentent l'huile d'olive et le romarin. La Provence appartient alors au royaume de France depuis peu, et dans ces villes se mêlent les influences italiennes, catalanes, juives et françaises. La famille de cet enfant porte le nom de Nostredame, francisation récente d'un patronyme juif. Son grand-père, médecin et astrologue, s'était converti au catholicisme quelques décennies plus tôt, comme beaucoup de familles juives face aux pressions de l'époque. Cette origine marquera profondément l'homme que deviendra Michel de Nostredame, lui donnant accès à 2 traditions intellectuelles, celle de la Kabbale hébraïque et celle de l'humanisme chrétien renaissant. La Provence du début du XVIe siècle n'est pas une terre isolée. C'est un carrefour commercial où les navires arrivent de Gênes, de Barcelone, d'Alexandrie. Les épices orientales transitent par Marseille. Les livres imprimés circulent depuis Venise et Lyon. Les idées nouvelles se propagent dans les universités et les cercles lettrés. Mais c'est aussi une époque de tensions religieuses croissantes. La réforme protestante commence à secouer l'Europe, les guerres de religion se préparent, l'Inquisition surveille les hérésies. Dans ce contexte, être issu d'une famille de conversos, même anciennement, représente une vulnérabilité constante. Un mot de travers, une dénonciation et la torture puis le bûcher peuvent devenir réalité. Le jeune Michel grandit dans une atmosphère imprégnée de savoir. Son grand-père lui enseigne les rudiments de l'astrologie, de l'hébreu, des mathématiques. Contrairement à l'image populaire d'un Moyen-Âge obscurantiste, la Renaissance italienne a déjà diffusé dans le sud de la France un appétit pour les textes anciens, la philosophie néo-platonicienne, l'alchimie et les sciences naturelles. Les bibliothèques privées des familles aisées contiennent des traductions d'Aristote, de Platon, de Ptolémée, des traités médicaux arabes, des grimoires de magie naturelle. Michel apprend le latin et le grec, lit Galien et Hippocrate, découvre les correspondances secrètes entre les astres et les humeurs corporelles. Son éducation le prépare à devenir médecin, mais elle l'immerge aussi dans une vision du monde où tout est lié. Le mouvement des planètes influence la santé des corps. Les nombres recèlent des significations cachées. Les rêves peuvent annoncer l'avenir. À 15 ans, Michel quitte la Provence pour Avignon, où il étudie les arts libéraux. Avignon, ancienne cité des papes, reste un centre intellectuel malgré le départ de la papauté pour Rome. Les professeurs y enseignent le trivium et le quadrivium selon les méthodes médiévales, mais aussi les nouveautés humanistes. Michel se distingue par sa mémoire prodigieuse et son intérêt pour l'astronomie. Déjà, ses condisciples le surnomment le petit astrologue. Mais Avignon est aussi frappé par des épidémies récurrentes. La peste, cette maladie qui a ravagé l'Europe au XIVe siècle, revient par vagues imprévisibles.
Michel voit des quartiers entiers mis en quarantaine. Des chariots emportaient les cadavres enveloppés dans des linceuls, des médecins masqués de becs d'oiseaux remplis d'herbes aromatiques. Cette confrontation précoce avec la mort de masse marquera sa vocation médicale. En 1522, Michel s'inscrit à la faculté de médecine de Montpellier, l'une des plus prestigieuses d'Europe. Montpellier attire des étudiants de toute la Méditerranée. On y enseigne la médecine, selon les textes de Galien et d'Avicenne, mais aussi selon des méthodes empiriques innovantes. Les professeurs encouragent l'observation directe des malades, la dissection anatomique, l'expérimentation avec les plantes médicinales. Michel y passe plusieurs années à étudier les théories des humeurs, la pharmacopée, la chirurgie. Il apprend à diagnostiquer les maladies par l'examen du pouls, de l'urine, de la langue. Il participe à des autopsies clandestines, car l'Église interdit encore officiellement l'ouverture des corps humains. Il découvre les limites de la médecine de son temps. Face à la peste, aux fièvres malignes, aux infections, les médecins disposent de peu de remèdes efficaces. Les saignées, les purges, les cataplasmes soulagent parfois, mais ne guérissent que rarement. La peste frappe à nouveau en 1524. Cette fois, elle dévaste toute la région du Languedoc. Michel interrompt ses études et se porte volontaire pour soigner les pestiférés. Il parcourt les villages, entre dans les maisons où la maladie a tué la moitié des habitants, examine les bubons noirs qui gonflent sous les aisselles et dans les aines. La plupart des médecins fuient les épidémies, mais Michel reste. Il expérimente des remèdes à base de roses, de clous de girofle, d'aloès. Il recommande l'hygiène, l'aération des maisons, l'isolement des malades. Ces méthodes obtiennent quelques succès, suffisamment pour qu'on parle de lui comme d'un médecin courageux et compétent. Mais il perd aussi de nombreux patients, assiste impuissant à leur agonie. Ces expériences le marquent profondément. Elles lui montrent la fragilité de la vie humaine, l'impuissance de la science face au fléau, et peut-être aussi l'idée qu'il existe des forces invisibles qui gouvernent le destin des hommes. Après l'épidémie, Michel reprend ses études et obtient son doctorat en médecine en 1525. Il s'installe comme médecin à Agen, une ville du sud-ouest de la France. Là, il épouse une jeune femme de bonne famille, dont l'histoire n'a pas retenu le prénom. Ils ont 2 enfants. Michel semble s'orienter vers une carrière stable de médecin de province, respecté et prospère. Il se lie d'amitié avec Jules César Scaliger, un intellectuel italien exilé à Agen, connu pour ses commentaires savants sur Aristote. Scaliger introduit Michel dans les cercles humanistes, où l'on discute de philosophie, de poésie latine, de mathématiques. Michel commence à publier des traductions et des almanachs astrologiques, ces calendriers annuels qui prédisent les tendances météorologiques et les périodes propices pour les récoltes ou les saignées médicales. Ces almanachs rencontrent un certain succès. Les gens consultent les astrologues comme on consulte aujourd'hui les prévisions météorologiques pour planifier leurs activités. Mais en 1534, le destin bascule. La peste revient à Agen. Cette fois, elle frappe la maison de Michel lui-même. Sa femme et ses 2 enfants tombent malades et meurent en quelques jours. Michel, le médecin qui avait sauvé tant d'autres, ne peut rien pour les siens. Cette tragédie le brise. La communauté d'Agen, qui le respectait, commence à murmurer. Comment un médecin qui prétend connaître les secrets des astres et des humeurs n'a-t-il pas pu protéger sa propre famille ? La belle famille de sa femme défunte lui intente un procès pour récupérer la dot. Pire encore, l'Inquisition s'intéresse à lui. Quelqu'un a rapporté qu'il aurait fait des remarques ambiguës devant une statue de la Vierge, ou qu'il possède des livres suspects. À cette époque, une convocation de l'Inquisition suffit à ruiner une réputation, même si l'accusé est finalement innocenté. Michel choisit de fuir. Il quitte Agen précipitamment et entame une période d'errance qui durera près de 10 ans. On perd sa trace pendant ces années. Les biographes ne savent pas exactement où il va ni ce qu'il fait. Certains affirment qu'il voyage en Italie, en Espagne
peut-être même en Orient. D'autres pensent qu'il reste en France, se déplaçant de ville en ville sous des noms d'emprunt, exerçant la médecine discrètement, évitant les autorités. Cette période obscure nourrit les légendes. On racontera plus tard qu'il aurait rencontré des maîtres occultistes, qu'il aurait étudié la Kabbale avec des rabbins secrets, qu'il aurait consulté des grimoires interdits dans des monastères abandonnés. Rien de tout cela n'est prouvé. Ce qui est certain, c'est qu'il revient transformé de ses années d'exil. En 1544, Michel réapparaît à Marseille, puis à Salon de Provence. Il s'installe définitivement à Salon, une petite ville tranquille entre Avignon et Aix. Il se remarie avec une veuve riche, Anne Ponsarde, qui lui apporte une maison confortable et une sécurité financière. Ils auront 6 enfants. Michel reprend son activité de médecin, publie de nouveaux almanachs, soigne les habitants de Salon et des environs. Il cultive un jardin de plantes médicinales, prépare des onguents et des pilules, reçoit des patients. Extérieurement, sa vie ressemble à celle de n'importe quel médecin de province de la Renaissance. Mais dans le secret de son cabinet, au dernier étage de sa maison, Michel se consacre à un projet bien plus ambitieux. Il commence à écrire des prophéties. Non pas des prédictions astrologiques ordinaires pour l'année à venir, mais des visions de l'avenir lointain, codées sous forme de quatrains poétiques en français. Pourquoi cette décision ? Michel ne l'explique jamais clairement. Dans la préface qu'il rédigera plus tard pour ses Centuries, il évoque des visions reçues par inspiration divine, des calculs astrologiques complexes, une volonté de transmettre un savoir secret aux générations futures. Il affirme qu'il a délibérément obscurci ses prédictions pour éviter les persécutions, car révéler l'avenir trop clairement pourrait attirer l'hostilité des puissants ou l'accusation de sorcellerie. Il se présente comme un prophète biblique, héritier de la tradition des Sibylles antiques, interprète des signes célestes. La méthode de Michel pour recevoir ses visions reste mystérieuse. Selon certains passages de son œuvre, il s'enferme la nuit dans son cabinet, allume une chandelle, fixe une cuvette remplie d'eau posée sur un trépied de bronze. Cette pratique évoque les rituels de divination par hydromancie, décrits dans les grimoires antiques et médiévaux. D'autres passages suggèrent qu'il se plonge dans des calculs astrologiques extrêmement complexes, établissant des cartes du ciel pour des dates futures et interprétant les configurations planétaires selon les principes de l'astrologie judiciaire. D'autres encore évoquent simplement l'inspiration divine, comme celle des prophètes de l'Ancien Testament. Peut-être Michel combinait-il toutes ces méthodes. Peut-être aussi inventait-il une partie de son processus pour se protéger, créant délibérément une aura de mystère autour de son travail. Ce qui est certain, c'est qu'en 1555, Michel publie la première édition des prophéties de Nostradamus. Le livre contient 3 centuries, c'est-à-dire 3 séries de 100 quatrains chacune. Ces quatrains sont rédigés dans un français mêlé de latin, de provençal, de grec, d'italien. La syntaxe est souvent tordue, les images obscures, les références indéchiffrables. Un quatrain typique ressemble à ceci. Des mots énigmatiques évoquent des lieux géographiques, des noms de personnages masqués par des anagrammes, des événements décrits par des métaphores. Aucun quatrain n'est daté précisément. L'ordre des centuries et des quatrains ne suit pas de chronologie claire. C'est un puzzle géant dont les pièces semblent volontairement dispersées. Le succès est immédiat et inattendu. Les prophéties circulent rapidement à travers la France. Les imprimeurs à Lyon, la capitale française de l'édition, produisent de nouvelles éditions. Les lecteurs s'arrachent le livre, tentent de déchiffrer les quatrains. Ils cherchent des prédictions sur leur propre époque. Pourquoi ce succès ? Il faut comprendre le contexte. L'Europe du XVIe siècle est traversée par des angoisses profondes. Les guerres de religion entre catholiques et protestants commencent à déchirer le continent. La France elle-même plongera bientôt dans 40 ans de guerre civile sanglante. L'Empire ottoman menace l'Europe de l'Est. Les grandes découvertes bouleversent les certitudes géographiques et cosmologiques. L'imprimerie diffuse des idées nouvelles
qui ébranle les autorités traditionnelles. Les épidémies continuent de frapper. Les gens cherchent des réponses, des signes, des assurances sur l'avenir. Les almanachs astrologiques se vendent par milliers. Les prédictions de Nostradamus offrent quelque chose de plus. Une vision globale, dramatique, apocalyptique de l'histoire à venir. La célébrité de Michel atteint la cour royale. Catherine de Médicis, la reine de France et épouse d'Henri II, s'intéresse à l'astrologie et aux prophéties. Elle a entendu parler de ce médecin de salon qui prédit l'avenir. En 1556, elle convoque Michel à Paris. Le voyage depuis la Provence prend plusieurs semaines. Michel, désormais âgé de 53 ans, souffrant de gouttes et de rhumatisme, entreprend ce périple inconfortable. Il arrive à Paris et est reçu au château de Saint-Germain-en-Laye. Catherine l'interroge longuement. Elle veut connaître l'avenir de ses enfants, l'avenir du royaume. Michel reste prudent, formule des réponses ambiguës. Il établit des horoscopes pour les jeunes princes, prédit des destins glorieux, évite les prophéties trop précises qui pourraient se retourner contre lui. Mais un quatrain attire particulièrement l'attention. Il évoque un lion jeune qui vaincra le vieux sur le champ de bataille. Dans une cage d'or, ses yeux seront crevés, puis il mourra d'une mort cruelle. Certains courtisans interprètent ce quatrain comme une menace contre le roi Henri II lui-même. Le lion symbolise souvent le roi. Le vieux pourrait être Henri qui a 40 ans. Le quatrain sème l'inquiétude. 3 ans plus tard, en 1559, lors d'un tournoi organisé pour célébrer le mariage de sa fille, Henri II affronte Gabriel de Montgomery, un jeune capitaine de sa garde. Les deux hommes portent des armures complètes. Leurs boucliers sont ornés de lions. Lors de la joute, la lance de Montgomery se brise. Un éclat traverse la visière dorée du casque du roi et pénètre dans son œil. Henri II agonise pendant 10 jours et meurt dans d'atroces souffrances. La France est sous le choc. Le quatrain de Nostradamus revient dans toutes les conversations. A-t-il vraiment prédit la mort du roi ? Le lion jeune est-il Montgomery ? La cage d'or est-elle le casque ? L'ambiguïté des termes permet toutes les interprétations, mais la coïncidence frappe les esprits. Cette prophétie réalisée, vraie ou reconstruite après coup, établit définitivement la réputation de Nostradamus. Catherine de Médicis, devenue régente pour son fils François II, fait de Michel son astrologue personnel. Elle le nomme médecin ordinaire du roi. Michel retourne à Salon, couvert d'honneur et de rente. Il continue d'écrire de nouveaux quatrains, publie des éditions augmentées des prophéties. En 1558 paraît une édition complète contenant 10 centuries, soit 1000 quatrains au total. Certaines centuries sont incomplètes, la 7e ne contient que 42 quatrains. Michel ajoute aussi des épîtres dédicatoires, l'une adressée à son fils César, l'autre au roi Henri II, dans lesquels il explique sa méthode et justifie son œuvre. Ces textes, rédigés dans une prose complexe et alambiquée, mêlent références bibliques, considérations astrologiques et protestations de modestie. Michel affirme qu'il n'est qu'un instrument de la volonté divine, que ses prophéties ne sont pas de la magie noire, mais une science légitime fondée sur les correspondances célestes. Pendant ce temps, sa vie à Salon continue. Il soigne les habitants, reçoit des visiteurs venus de toute l'Europe pour le consulter, rédige ses almanachs annuels. Ces almanachs, plus accessibles et pratiques que les prophéties, prévoyant les récoltes, les guerres, les épidémies pour l'année à venir. Michel y gagne bien sa vie. Il achète des terres, investit dans des vignobles, assure l'avenir de ses enfants. Mais il a aussi des ennemis. Certains érudits le critiquent publiquement, l'accusent de charlatanisme, de vanité, d'obscurantisme. Des théologiens s'inquiètent de la dimension occulte de ses pratiques. Des confrères médecins jalousent son succès. À Salon même, certains habitants murmurent qu'il pratique la magie, qu'il a fait un pacte avec le diable. Michel reste prudent, évite les controverses publiques,
se protège par ses relations avec la cour royale. Les années passent. Michel vieillit, sa santé se dégrade. La goutte le fait souffrir. Il marche difficilement, passe de plus en plus de temps dans son cabinet à écrire. En 1566, il sent que la fin approche. Selon la légende, il aurait prédit la date exacte de sa propre mort. Le 1er juillet 1566, il rédige son testament, lègue sa fortune à sa femme et à ses enfants, demande à être enterré debout dans l'église des Cordeliers à Salon. Le 2 juillet, il fait venir son notaire et un prêtre. Le soir venu, il dit à son assistant : « Demain, au lever du soleil, je ne serai plus là. » Le lendemain matin, on le trouve mort dans son cabinet. Il a 62 ans. Son corps est effectivement enterré debout, selon sa volonté, dans le mur de l'église. Sur sa tombe, une plaque de bronze porte une inscription latine célébrant sa science et ses prophéties. La mort de Nostradamus n'interrompt pas la diffusion de ses prophéties. Au contraire, elle les renforce. Un prophète mort ne peut plus se contredire, ne peut plus être démasqué. Ses textes deviennent figés, ouverts à toutes les interprétations. Dès la fin du XVIe siècle, des commentateurs publient des explications des quatrains, les appliquent aux événements contemporains. Pendant les guerres de religion françaises, catholiques et protestants trouvent dans Nostradamus des prédictions qui soutiennent leur camp. Quand Henri IV monte sur le trône et convertit la France au catholicisme, on découvre des quatrains qui auraient annoncé cet événement. Quand la Fronde secoue le royaume sous Louis XIV, on relit Nostradamus. Quand la Révolution française éclate en 1789, un quatrain évoquant la chute d'un roi et le sang versé circule dans Paris. Cette capacité des prophéties de Nostradamus à s'adapter à chaque époque vient de leur ambiguïté fondamentale. Les quatrains ne nomment presque jamais directement les lieux ou les personnages. Ils utilisent des périphrases, des anagrammes, des métaphores. Un quatrain évoque la cité du soleil. Est-ce Paris, Rome ou une ville encore à découvrir ? Un autre parle d'un grand personnage né dans une petite maison. Cela pourrait désigner Napoléon, Hitler ou n'importe quel dirigeant d'origine modeste. Les dates sont rares et contradictoires. Les événements décrits sont suffisamment vagues pour correspondre à des centaines de situations historiques différentes. Cette flexibilité interprétative fait la force et la faiblesse des prophéties. Elles ne permettent jamais de prédire un événement avant qu'il n'arrive, mais elles offrent toujours, après coup, l'illusion d'une confirmation. Les éditeurs exploitent ce filon. Tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle, de nouvelles éditions des prophéties paraissent régulièrement. Elles ajoutent parfois des quatrains apocryphes, des commentaires fantaisistes, des gravures illustrant les prédictions. Les libraires savent que Nostradamus se vend bien, surtout dans les périodes de crise. Pendant la Révolution française, les librairies parisiennes regorgent d'éditions bon marché des prophéties, accompagnées de brochures expliquant que Nostradamus avait prévu la chute de Louis XVI, la terreur, les guerres révolutionnaires. Ces interprétations sont souvent contradictoires entre elles, mais elles répondent à un besoin psychologique profond. Donner un sens à un présent chaotique en le rattachant à une prophétie ancienne. Le XIXe siècle apporte une nouvelle vague d'intérêt pour Nostradamus. Le romantisme redécouvre le Moyen-Âge, les prophéties, l'occultisme. Des érudits se penchent sérieusement sur les textes, tentent d'établir des éditions critiques, de retrouver les sources de Michel. Certains chercheurs commencent à démystifier les prophéties, montrant que beaucoup d'interprétations célèbres reposent sur des lectures erronées, des éditions falsifiées, des confusions chronologiques. Mais parallèlement, un courant occultiste s'empare de Nostradamus. Des sociétés ésotériques le revendiquent comme l'un des leurs. On publie des livres affirmant que Nostradamus était un initié des Rose-Croix, qu'il possédait la clé de l'alchimie spirituelle, qu'il avait accès à une connaissance secrète transmise depuis l'Antiquité. Ces théories n'ont aucun fondement historique, mais elles s'inscrivent dans l'ère du temps, marquée par le spiritisme
la théosophie, la résurgence des sociétés secrètes. Le XXe siècle transforme Nostradamus en phénomène de masse. Les 2 guerres mondiales déclenchent une fièvre prophétique sans précédent. En 1914, quand éclate la Première Guerre mondiale, les librairies françaises et allemandes publient des éditions spéciales des prophéties. Des quatrains sont interprétés comme annonçant la guerre, la défaite de l'Allemagne ou celle de la France selon le camp. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi et les Alliés utilisent tous deux Nostradamus à des fins de propagande. Le ministre de la propagande allemand, Joseph Goebbels, commente des brochures affirmant que Nostradamus avait prédit la victoire du Troisième Reich. Les services secrets britanniques ripostent en larguant sur l'Allemagne des tracts présentant d'autres quatrains prédisant la défaite d'Hitler. Cette guerre des prophéties montre bien que Nostradamus est devenu un outil malléable, utilisable par n'importe quelle idéologie. Après 1945, l'intérêt pour Nostradamus ne faiblit pas. La guerre froide, la peur de l'apocalypse nucléaire, les bouleversements politiques du tiers-monde offrent un terrain fertile. Des auteurs populaires publient des best-sellers interprétant les quatrains comme des prédictions de la bombe atomique, de la conquête spatiale, de l'assassinat de Kennedy, de la révolution iranienne. À chaque fois, les interprétations sont rétrospectives. Personne n'a jamais réussi à utiliser les quatrains pour prédire un événement avant qu'il ne se produise. Mais cela n'empêche pas les livres de se vendre par millions. Nostradamus devient un produit culturel mondial, traduit dans toutes les langues, adapté au cinéma, à la télévision, aux jeux vidéo. Internet amplifie encore le phénomène. Des sites web, des forums, des chaînes de vidéos analysent les quatrains en temps réel, les appliquent aux événements de l'actualité. Chaque catastrophe naturelle, chaque conflit, chaque élection suscite une vague d'interprétation nostradamienne. Les algorithmes de recommandation des plateformes favorisent ces contenus car ils génèrent de l'engagement, des clics, des partages. Nostradamus est devenu viral avant que le mot n'existe. Sa célébrité repose sur un paradoxe. Personne ne peut prouver que ses prophéties fonctionnent, mais personne ne peut non plus prouver définitivement qu'elles sont fausses, car leur ambiguïté les rend irréfutables. Que reste-t-il aujourd'hui de Michel de Nostredame, l'homme réel derrière la légende? Les historiens ont reconstitué sa biographie avec précision, retrouvé des documents d'archives, des actes notariés, des registres médicaux. On connaît les dates de sa vie, ses mariages, ses enfants, ses voyages. On a analysé ses almanachs astrologiques, comparé ses méthodes aux pratiques médicales de son époque. On a étudié les éditions originales des prophéties, identifié les ajouts apocryphes, démêlé les falsifications ultérieures. Le portrait qui émerge est celui d'un homme intelligent, cultivé, opportuniste, habile à naviguer dans les eaux dangereuses de la Renaissance française. Michel était un médecin compétent pour son époque, un bon connaisseur de l'astrologie judiciaire, un écrivain doué pour les formules énigmatiques. Il a su créer un texte ouvert, suffisamment obscur pour résister à toutes les interprétations, suffisamment riche en images pour captiver l'imagination. Mais ce qui fascine vraiment dans l'histoire de Nostradamus, ce n'est pas tant l'homme lui-même que le destin de son œuvre. Les prophéties sont devenues un miroir dans lequel chaque époque projette ses propres peurs et ses propres espoirs. Elles ne prédisent pas l'avenir, elles reflètent le présent. Quand on lit les quatrains en cherchant des références à notre propre époque, on ne découvre pas ce que Nostradamus savait. On révèle ce qui nous préoccupe. Cette fonction psychologique explique la survie des prophéties à travers 5 siècles. Elles offrent un réconfort paradoxal. L'idée que l'histoire n'est pas chaotique, qu'elle suit un plan, même obscur, même incompréhensible. Face à l'incertitude radicale de l'existence, l'illusion d'une prophétie réalisée apporte un sentiment de sens et d'ordre. La vie de Nostradamus s'inscrit dans une période charnière de l'histoire européenne. Le XVIe siècle voit l'effondrement progressif de la vision médiévale du monde et l'émergence de la modernité. La réforme protestante brise l'unité religieuse de l'Europe.
Les grandes découvertes élargissent le monde connu. L'imprimerie diffuse les idées à une vitesse inédite. La science commence à se séparer de la magie et de la théologie. Mais cette transition est lente, chaotique, violente. Pendant tout le XVIe siècle et une grande partie du XVIIe, magie naturelle et science expérimentale coexistent, s'entremêlent. Les mêmes hommes pratiquent l'alchimie et la chimie, l'astrologie et l'astronomie. Michel de Nostredame incarne parfaitement cette ambiguïté. Il est à la fois un médecin rationnel qui soigne ses patients avec les meilleurs remèdes disponibles, et un prophète mystique qui prétend lire l'avenir dans les astres et les visions. Cette dualité n'est pas une contradiction pour lui, c'est une cohérence. Dans sa vision du monde, science et prophétie participent du même effort pour comprendre et maîtriser les forces invisibles qui gouvernent la réalité. L'Europe du XVIe siècle baigne dans une atmosphère de fin du monde. Les guerres de religion sont interprétées comme des signes apocalyptiques. Les réformés et les catholiques s'accusent mutuellement d'être l'antéchrist. Les catastrophes naturelles, les épidémies, les comètes sont lues comme des présages divins. La découverte de l'Amérique bouleverse les conceptions géographiques et théologiques. Pourquoi la Bible ne mentionne-t-elle pas ces continents ? Les Turcs ottomans avancent en Europe, prennent Belgrade, assiègent Vienne en 1529. Beaucoup pensent que l'islam va conquérir la chrétienté. Dans ce contexte, l'idée qu'un prophète puisse annoncer les événements futurs, prévenir les catastrophes, guider les princes, répond à une angoisse collective. Nostradamus offre ce service. Ses quatrains parlent de guerre, de rois qui tombent, de villes qui brûlent, de peste et de famine, mais aussi de paix future, de grands règnes, de restauration. Ils disent que l'histoire continue, que tout n'est pas perdu. La structure même des prophéties reflète cette vision apocalyptique. Les 10 centuries forment 1000 quatrains, un nombre symbolique. 1000 ans, c'est le règne du Christ annoncé dans l'Apocalypse de Jean. Les quatrains ne suivent pas d'ordre chronologique, ce qui suggère que l'histoire future sera chaotique, cyclique, répétitive. Certains quatrains évoquent des événements proches de l'époque de Nostradamus, d'autres semblent projeter des siècles en avant. Quelques-uns contiennent des dates précises, mais ces dates sont souvent fausses ou impossibles à déchiffrer. Par exemple, un quatrain mentionne l'année 1999 7 mois, moment où un grand roi défrayé viendra du ciel. Cette date a suscité des spéculations intenses à l'approche de 1999. Certains y ont vu l'annonce d'une apocalypse, d'une invasion extraterrestre, de la Troisième Guerre mondiale. En réalité, 1999 s'est passé sans événement majeur correspondant au quatrain. Mais les commentateurs ont trouvé des explications rétrospectives, ont déplacé l'interprétation, ont montré que le quatrain concernait en fait un autre événement survenu avant ou après. Cette élasticité des prophéties pose une question philosophique intéressante. Qu'est-ce qu'une prophétie qui ne peut être vérifiée qu'après coup ? Est-ce encore une prédiction ou simplement une lecture du présent projetée dans le passé ? Le philosophe Karl Popper, au XXe siècle, établira un critère de démarcation entre science et pseudoscience. Une théorie scientifique doit être réfutable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir imaginer une expérience qui la contredise. Les prophéties de Nostradamus échouent à ce test. Elles ne sont jamais réfutables, car on peut toujours ajuster l'interprétation pour qu'elles correspondent à n'importe quel événement. Elles appartiennent donc au domaine du mythe, de la littérature, de la psychologie, mais pas à celui de la connaissance vérifiable. Pourtant, les prophéties ont joué un rôle historique réel. Elles ont influencé des décisions politiques. Catherine de Médicis consultait régulièrement les astrologues et les prophètes, dont Nostradamus, pour guider ses choix. Louis XIII et Louis XIV ont entretenu des astrologues à leur cour. Hitler, malgré son mépris affiché pour l'occultisme, a laissé certains de ses proches utiliser les prophéties à des fins de propagande. Cette influence ne prouve pas la vérité des prophéties, mais montre leur pouvoir psychologique. Croire qu'on connaît l'avenir, même illusoirement, donne confiance. Croire qu'un prophète vous soutient légitime vos actions.
Les prophéties de Nostradamus fonctionnent comme un test de Rorschach. Chacun y voit ce qu'il cherche. Un autre aspect fascinant de l'héritage de Nostradamus concerne la langue. Ces quatrains sont écrits dans un français mêlé de dialectes régionaux, de latin, de néologismes inventés. Cette langue hybride rend le texte difficile à comprendre, même pour des francophones natifs. Elle contribue à l'aura de mystère, mais elle pose aussi un problème aux traducteurs. Comment traduire en anglais, en espagnol, en chinois, un texte déjà obscur en français? Les traductions multiplient les ambiguïtés, introduisent de nouveaux sens possibles. Un mot français qui a 3 significations possibles peut devenir un mot anglais qui en a 5 autres. Ainsi, les prophéties se démultiplient, génèrent des versions parallèles dans chaque langue. Chaque culture réinterprète Nostradamus à travers son propre prisme linguistique et historique. Les lecteurs japonais trouvent dans les quatrains des références aux tremblements de terre et aux tsunamis. Les lecteurs américains y voient des prédictions sur les présidents et les guerres du Moyen-Orient. Les lecteurs russes y découvrent la chute de l'URSS et les conflits post-soviétiques. Nostradamus devient un prophète universel, précisément parce qu'il est indéterminé. La maison de Nostradamus à Salon de Provence existe encore aujourd'hui. Elle a été transformée en musée au XXe siècle. Les visiteurs peuvent monter au dernier étage, voir la pièce où Michel écrivait ses quatrains. Une table, une chaise, une chandelle. Des livres anciens recréent l'atmosphère. Bien sûr, ce décor est une reconstitution. Les objets authentiques de Nostradamus ont disparu depuis longtemps. Mais le lieu garde une puissance évocatrice. On imagine facilement le vieil homme, courbé sur sa table, traçant péniblement des vers obscurs à la lueur tremblante de la flamme. Que pensait-il en écrivant? Croyait-il vraiment à ses visions? Ou savait-il qu'il créait une œuvre littéraire destinée à traverser les siècles? Les biographes débattent de la sincérité de Nostradamus. Certains le voient comme un mystique convaincu, d'autres comme un habile manipulateur, d'autres encore comme un mélange des deux. La vérité est probablement qu'il était lui-même divisé, oscillant entre foi et calcul, entre inspiration et stratégie. La tombe de Nostradamus a connu une histoire mouvementée. Enterré debout dans l'église des Cordeliers à Salon, son corps y reposa tranquille pendant 2 siècles. Mais en 1791, pendant la Révolution française, des soldats révolutionnaires ouvrirent la tombe, cherchant peut-être des objets de valeur. Selon la légende, ils trouvèrent autour du cou du squelette une médaille portant la date 1791. Terrifiés par cette nouvelle preuve des pouvoirs prophétiques de Nostradamus, les soldats refermèrent précipitamment la tombe. Cette anecdote est probablement apocryphe, mais elle illustre bien la fascination morbide que le personnage exerce. Les reliques du prophète possèdent une aura magique. En 1813, les restes de Nostradamus furent transférés dans l'église Saint-Laurent de Salon, où ils reposent encore aujourd'hui dans une niche murale. Le culte de Nostradamus a également généré une industrie touristique. Salon de Provence attire des milliers de visiteurs chaque année, venus du monde entier. Des Japonais, des Américains, des Brésiliens, des Russes défilent dans les ruelles étroites, photographient la maison, achètent des éditions des prophéties dans les boutiques de souvenirs. La ville a fait de son prophète le plus célèbre, sa principale attraction. Des festivals, des colloques, des représentations théâtrales célèbrent régulièrement la mémoire de Michel de Nostredame. Ce tourisme prophétique montre bien que Nostradamus est devenu un mythe culturel, dépassant largement la dimension historique de sa vie et de son œuvre. Les chercheurs modernes ont tenté de comprendre la psychologie de la croyance aux prophéties. Pourquoi tant de gens, même éduqués, même rationnels, accordent-ils du crédit aux quatrains de Nostradamus? Plusieurs mécanismes psychologiques entrent en jeu. D'abord, le biais de confirmation. On remarque les coïncidences qui semblent valider les prophéties. On oublie les innombrables prédictions qui ne se sont jamais réalisées.
Ensuite, l'effet Barnum. Des énoncés vagues et généraux sont perçus comme spécifiques et personnellement pertinents. Les quatrains de Nostradamus, par leur généralité, peuvent s'appliquer à presque n'importe quelle situation. Troisièmement, le besoin de sens. Face à un monde complexe et imprévisible, l'idée qu'il existe un ordre caché, même mystérieux, est psychologiquement rassurante. Croire aux prophéties, c'est croire que l'histoire n'est pas absurde, que les événements ont une signification. Un autre facteur explique la persistance de Nostradamus, l'attrait de l'ésotérisme. Dans une société sécularisée, où la religion traditionnelle perd de son influence, l'occultisme offre une forme de spiritualité alternative. Nostradamus fait partie d'une galaxie de figures ésotériques. Les alchimistes, les kabbalistes, les rose-croix, les francs-maçons, les théosophes. Ces courants promettent un savoir secret, réservé aux initiés, inaccessible aux masses. Cette dimension élitiste séduit. Lire et interpréter Nostradamus devient une quête intellectuelle, un défi. Résoudre les énigmes des quatrains donne l'impression d'accéder à une vérité supérieure. Les forums en ligne où les passionnés débattent du sens de chaque mot, de chaque anagramme, de chaque référence, fonctionnent comme des communautés ésotériques modernes. Nostradamus a aussi inspiré une abondante littérature fictionnelle. Des romans, des films, des séries télévisées mettent en scène le prophète comme personnage. Dans ces récits, il devient un héros romantique, un génie incompris, un gardien de secrets apocalyptiques. Certaines fictions imaginent que Nostradamus possédait réellement des pouvoirs surnaturels, qu'il voyageait dans le temps, qu'il avait accès à une dimension parallèle. D'autres le présentent comme un enquêteur, résolvant des mystères à la Renaissance grâce à son intelligence et sa connaissance de l'astrologie. Ces fictions, bien que détachées de la réalité historique, contribuent à maintenir vivante la fascination pour le personnage. Elles créent de nouvelles couches de mythes qui se superposent à la légende originale. L'influence de Nostradamus s'étend jusqu'à la culture populaire contemporaine. Des chansons, des jeux vidéo, des bandes dessinées font référence à ces prophéties. Le prophète est devenu un mème culturel, un raccourci pour évoquer l'idée de prédiction, de destin, de mystère. Dire de quelqu'un qu'il est un Nostradamus, c'est suggérer qu'il possède une intuition exceptionnelle. Les journalistes utilisent parfois ironiquement cette référence. Tel économiste qui avait prévu la crise est salué comme le Nostradamus de la finance. Ces usages trivialisent le personnage, mais témoignent de sa présence durable dans l'imaginaire collectif. Revenons à la question initiale. Nostradamus a-t-il vraiment prédit l'avenir ? La réponse honnête est non. Aucune de ces prédictions ne peut être vérifiée de manière rigoureuse. Les coïncidences apparentes s'expliquent par l'ambiguïté des quatrains, par le grand nombre d'événements historiques possibles, par les interprétations rétrospectives. Si Nostradamus avait réellement possédé un don prophétique, il aurait pu prédire des événements précis avec des dates exactes, fournir des détails vérifiables. Or, il ne l'a jamais fait. Ces quatrains sont toujours suffisamment vagues pour permettre de multiples lectures. Cela ne fait pas de lui un charlatan conscient, mais plutôt un homme de son temps, sincèrement convaincu que les astres influencent les destinées humaines, que les rêves et les visions peuvent révéler l'avenir, que l'histoire suit des cycles prévisibles. Il a écrit ses prophéties dans cette croyance, avec l'espoir de transmettre un savoir utile. Mais ce savoir reposait sur des bases épistémologiques erronées. Cela dit, l'échec prophétique de Nostradamus n'annule pas l'intérêt historique de son œuvre. Les prophéties sont un document fascinant sur la mentalité de la Renaissance, sur les angoisses et les espoirs d'une époque de transition. Elles révèlent comment les gens du XVIe siècle pensaient l'avenir, comment ils articulaient science, religion et magie, comment ils cherchaient à donner un sens à un monde en mutation rapide. Étudier Nostradamus, ce n'est pas chercher des prédictions réalisées, c'est comprendre un moment de l'histoire culturelle européenne.
c'est aussi réfléchir sur notre propre rapport à l'incertitude, à la peur, à la quête de sens. Pourquoi continuons-nous, 5 siècles après, à lire ces textes? Qu'est-ce que cela dit de nous? Une partie de la réponse réside dans la structure narrative des prophéties. Nostradamus raconte une histoire, celle d'un avenir dramatique, rempli de conflits et de résolutions, de chutes et de renaissances. Cette structure narrative est profondément satisfaisante pour l'esprit humain. Nous sommes des animaux raconteurs d'histoires. Nous pensons notre vie et l'histoire collective à travers des récits. Les prophéties de Nostradamus offrent un récit de l'avenir, même flou, même invérifiable. Elles promettent que l'histoire continuera, qu'il y aura des événements dignes d'être racontés, que tout n'est pas absurdité et chaos. Dans un monde où l'avenir semble de plus en plus incertain, où les crises s'accumulent, où les repères traditionnels s'effondrent, cette promesse narrative a une valeur consolatrice. Il faut aussi mentionner l'aspect ludique de l'interprétation des quatrains. Décrypter Nostradamus, c'est comme résoudre une énigme, un puzzle géant. Cela engage l'intelligence, mobilise la créativité, permet de tisser des connexions entre des éléments disparates. Cette activité intellectuelle est plaisante en elle-même, indépendamment de la question de la vérité. Les forums et les groupes de discussion consacrés à Nostradamus fonctionnent comme des clubs de jeu, où les participants rivalisent d'ingéniosité pour proposer des interprétations nouvelles. Ce jeu interprétatif n'est pas dénué de valeur. Il stimule la pensée critique, oblige à confronter des points de vue différents, enseigne l'humilité face à la complexité du réel. L'héritage de Nostradamus pose également des questions éthiques. Est-il dangereux de croire aux prophéties? Dans certains cas, oui. Si une croyance prophétique conduit à la passivité, à l'attente fataliste d'événements prédits, elle peut empêcher l'action constructive. Si elle alimente des théories du complot, des peurs irrationnelles, des paniques collectives, elle peut nuire au débat démocratique. Mais dans d'autres cas, la croyance aux prophéties peut avoir des effets neutres ou même positifs. Elle peut offrir un cadre pour penser l'avenir, stimuler la réflexion sur les grandes tendances historiques, encourager la prudence face aux risques. Tout dépend de la manière dont la croyance est vécue et intégrée dans la vie personnelle et sociale. Les prophéties de Nostradamus nous rappellent aussi une vérité incommode. Nous connaissons très mal l'avenir. Malgré tous les progrès de la science, de l'économie, de la sociologie, notre capacité à prédire les événements majeurs reste très limitée. Presque personne n'avait prévu la chute du mur de Berlin en 1989. Les attentats du 11 septembre 2001, la crise financière de 2008, la pandémie de Covid-19. L'avenir est fondamentalement imprévisible, non pas par manque de connaissances, mais parce que les systèmes complexes, société, économie, écologie, sont sensibles à des perturbations minuscules qui peuvent avoir des conséquences majeures. C'est l'effet papillon popularisé par la théorie du chaos. Dans ce contexte, les prophéties de Nostradamus, malgré leur inefficacité, expriment une vérité poétique. L'avenir est mystérieux, multiple, ouvert. Nous ne le connaîtrons qu'en le vivant. Avant de conclure cette longue histoire, revenons une dernière fois à l'homme Michel de Nostredame. Imaginons-le dans son cabinet. Une nuit de l'hiver 1557. Dehors, le Mistral souffle sur salon, fait claquer les volets, siffle dans les ruelles. Michel a allumé un feu dans la cheminée, mais le froid pénètre quand même à travers les murs de pierre. Il a 64 ans, sa goutte le fait souffrir, il dort mal. Il a étalé devant lui des cartes du ciel, des éphémérides astronomiques, des cahiers couverts de calculs. Il réfléchit aux événements qu'il a vus dans ses visions, aux images confuses qui dansent dans son esprit quand il fixe la cuvette d'eau. Des armées qui marchent, des villes qui brûlent, des rois qui tombent. Il cherche les mots justes pour traduire ses visions, pour les coder dans des quatrains qui traverseront le temps sans attirer sur lui les foudres des puissants. Il pense à ses enfants,
à sa femme endormie à l'étage en dessous. Il pense à sa propre mort qui approche. Il se demande peut-être si quelqu'un, dans 3 siècles, dans 5 siècles, lira encore ses vers. Il ne peut pas savoir que son nom traversera les millénaires, qu'il deviendra synonyme de prophétie, que des milliards d'êtres humains parleront de lui. Il écrit simplement, poussé par une conviction intime, par un désir de laisser une trace, par l'espoir obscur que ces mots auront un sens pour ceux qui viendront après lui. Et il avait raison, d'une certaine manière. Ces mots ont eu un sens, même si ce n'est pas celui qu'il imaginait. Les prophéties de Nostradamus ne prédisent pas l'avenir, mais elles reflètent l'éternel désir humain de le comprendre, de le maîtriser, de lui donner un sens. Elles sont un miroir tendu à notre propre inquiétude face au temps qui passe et à l'incertitude qui nous attend. En cela, elles restent profondément actuelles. Tant que les humains se demanderont ce que demain leur réserve, tant qu'ils chercheront des signes et des présages, tant qu'ils auront besoin de croire que l'histoire a un sens, les quatrains obscurs de Michel de Nostredame continueront d'être lus, interprétés, réinterprétés. Non pas parce qu'ils disent la vérité sur l'avenir, mais parce qu'ils disent une vérité sur nous-mêmes. Nous sommes des créatures tournées vers l'avenir, hantées par le mystère du temps, assoiffées de récits qui donnent forme au chaos. Voilà pourquoi, après 5 siècles, Nostradamus reste vivant. Non comme un prophète dont les prédictions se réalisent, mais comme un symbole de notre relation complexe avec l'inconnu. Son œuvre nous invite à réfléchir sur les limites de notre connaissance, sur le pouvoir des mots ambigus, sur la manière dont les mythes se construisent et se perpétuent. Elle nous rappelle aussi que l'histoire est faite de contingences, d'accidents, de choix imprévisibles. Aucun prophète ne peut enfermer l'avenir dans un texte, car l'avenir se crée à chaque instant par les actions de millions d'individus. Les prophéties de Nostradamus sont donc, paradoxalement, un monument à l'imprévisibilité de l'histoire. Elles prétendent révéler le futur, mais elles démontrent finalement son opacité irréductible. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'univers fascinant de Michel de Nostredame et des mystères de la Renaissance, n'hésitez pas à proposer vos idées pour de nouvelles explorations historiques dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures histoires, et à mettre un like pour soutenir notre travail. Merci de votre écoute, et que vos propres rêves soient remplis de découvertes et de merveilles historiques.